Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. L'ancien chef de la diplomatie tchadienne, Mamad Saleh Al-Nadif, vient d'être désigné par l'Union africaine pour siéger au sein du panel de haut niveau des Nations Unies chargé de l'examen des objectifs du développement durable ODD. Diana Nepidimbay nous en dit plus. L'Organisation des Nations Unies a officialisé la nomination de Mamad Saleh Al-Nadif, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, comme membre du panel de haut niveau chargé d'évaluer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Proposé par l'Union africaine, il y représentera le continent au sein de ce mécanisme stratégique. Diplomate de carrière et figure reconnue de la gouvernance internationale, Al-Nadif a occupé des postes de premier plan, notamment celui de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Son expérience dans la prévention des conflits, la médiation et la coopération multilatérale constitue un atout majeur pour contribuer à l'accélération de l'agenda 2030. Pour cette désignation, l'Afrique s'offre une voix influente dans les débats mondiaux sur le développement durable, renforçant ainsi son rôle dans la définition des politiques internationales. En économie, la plateforme AgriForum, espace de concertation réunissant des acteurs de l'agriculture et du développement rural, a tenu hier une conférence de presse en pleurite de sa 4e édition. La rencontre s'est déroulée dans la salle de conférence des centres d'étoiles de Moursal en présence des producteurs, des partenaires techniques et des représentants de médias. Chanel Alaou. C'est à travers une conférence de presse tenue ce vendredi 22 août 2025 au centre Étoile de Moursal que le coup d'envoi des activités préparatoires de la 4e édition d'AgriForum a été officiellement donné. L'objectif global est de contribuer à intégrer les exploitants agricoles dans le processus de développement des chaînes de valeur alimentaire. Spécifiquement, il s'agit de donner les clés pour comprendre les défis, les enjeux et les opportunités au développement de l'agribusiness. Contribuer à l'évaluation des opportunités et contraintes au développement des chaînes de valeur potentiellement porteuses. Susciter et consolider les collaborations entre exploitants agricoles et les acteurs institutionnels ainsi que ceux du secteur privé. Bien que l'événement ait une vocation nationale, le Logone occidental reste la province pilote ayant accueilli avec succès les 3 premières éditions en 2022, 2023 et 2024. L'édition 2025 s'articule autour d'un thème majeur, agrobusiness à l'horizon 2030, quel modèle économique stratégique pour une agriculture durable, inclusive et créatrice de valeur. L'objectif affiché est de favoriser la spécialisation des producteurs dans des filières porteuses, améliorer la qualité et le rendement des productions et renforcer la compétitivité agricole. Les résultats escomptés sont au moins 2500 participantes et participants s'approprient des connaissances sur les défis, les enjeux et les opportunités qu'offre l'agribusiness en matière de création de richesses et des emplois. Des accords de collaboration sont signés entre exploitants agricoles et des acteurs institutionnels ainsi que ceux du privé sur les chaînes de valeur ciblées. Ce sont la mangue, le manioc, le maïs, le riz, le sésame, à la tenue de la 3e édition. Environ 15 000 personnes ont visité les expositions ventes. Aussi, le comité de pilotage lance un appel à tous les acteurs de chaînes de valeur, aux passionnés de l'agriculture, de l'économie verte et aux partenaires techniques et financiers à apporter leur pierre de construction au succès de l'événement. Dans son intervention, Madame Dionadi Brigitte, vice-présidente du comité de pilotage, a salué l'accompagnement constant des autorités provinciales, en particulier le gouverneur de Moundou, parrain de l'événement depuis 2022. Elle a également exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l'ANADER, l'ITRAD, l'IRED et l'ONG SOSAI, et bien d'autres dont l'appui demeure essentiel à la réussite de cette initiative.
La ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, est frappée par la pénurie de carburant. Les détenteurs d'engins à 2 ou 4 roues doivent patienter des heures pour espérer se procurer quelques litres d'essence. Mistangar Victor depuis Abéché. La ville d'Abéché connaît une grave pénurie de carburant depuis plusieurs mois. De longues files se forment devant les rares stations-service encore approvisionnées. Les courageux patientent dans la queue et les plus pressés se tournent vers la vente à la sauvette. Là encore, ils doivent faire face à une flambée des prix. Les causes possibles selon certains citoyens incluent des problèmes logistiques dans la chaîne d'approvisionnement et des pratiques spéculatives. La situation est critique avec des conséquences directes sur le coût du transport et des denrées de base. Le prix officiel à la pompe s'élève désormais à 750 francs le litre. Mais face à la rareté de ce produit de première nécessité, beaucoup se tournent vers la vente illicite où le litre atteint parfois 1500 francs CFA le litre ou 2500 francs le bidon d'1,5 litre, soit le double du prix normal. C'est le ras-le-bol chez les détenteurs d'engins à 2, 3 ou 4 roues de la ville d'Abéché. Nous ne savons pas l'origine de cette pénurie. Nous avons de la peine à avoir de l'essence. Nous ne comprenons pas si les citernes ne viennent pas à Abéché ou les gens les exportent vers ailleurs. Aujourd'hui, j'ai pris l'essence à 2500 d'un côté et de l'autre côté à 2250. Que peut-on espérer en retour? Depuis le matin, nous souffrons à cause de l'essence. Il y a au trop 2 stations approvisionnées. Dans ces conditions, comment peut-on satisfaire les clients? Une situation qui impacte directement le quotidien des Abéchois qui ne savent plus à quel sein se vouer. Les prix des transports en commun ont grimpé, compliquant davantage la vie à la population qui tire déjà le diable par la queue. Les boutiques qui se trouvent aux abords des stations-service, elles aussi, connaissent des méventes parce que le stationnement des tricycles appelé localement Raksha bloque le passage aux clients, chose que déplore Senoussi, un boutiquier. Ils ferment l'espace devant nos boutiques tout le temps. Ils passent même la nuit ici, nous empêchant de vendre nos marchandises. Depuis lors, on reste toute la journée sans vendre. Le jour où ils nous libèrent l'espace, on peut faire le marché de 50 000 francs en journée. Nous sommes allés nous plaindre auprès du propriétaire de station et nous trouver une solution. Mais rien. Nous nous sommes plaints devant les autorités municipales, mais aucune suite. Alors que les autorités annoncent des efforts pour rétablir l'approvisionnement régulier de carburant, la population de la ville d'Abéché et ses environs reste dans l'attente. En attendant, la galère quotidienne se poursuit au pas des files interminables devant les stations-service. Cette crise du carburant à Abéché illustre une réalité qui va bien au-delà de l'or noir. Elle met à l'épreuve la résilience des Abéchois et questionne la capacité des structures en place à répondre aux besoins essentiels de la population. À chaque saison de pluie, la capitale tchadienne revue les mêmes scénarios, des quartiers submergés, des routes impraticables et des familles contraintes de vivre les pieds dans l'eau, et ce malgré les efforts entrepris par les autorités pour curer les caniveaux. Koinito Diak Jeannette. En N'Djamena, la pluie rime presque toujours avec inondation. Dès les premières précipitations, les routes se transforment en mares boueuses. Les maisons se retrouvent encerclées par l'eau et la circulation devient un véritable parcours du combattant. Pour de nombreux habitants, le problème vient du manque d'infrastructures adaptées. Pour d'autres, c'est l'entretien qui fait défaut. Mais les spécialistes, eux, pointent du doigt une cause plus profonde. Ce n'est pas seulement curer les caniveaux. D'abord parce que N'Djamena est trop grand, hein, et presque les 2/3 du territoire de la ville sont occupés par de l'habitat anarchique. C'est de l'habitat vraiment spontané. Ces zones-là, il n'y a pas de rue, il n'y a rien, il n'y a pas de caniveau. Ça constitue déjà les 2/3 du territoire. La toute petite partie là, qui est entre guillemets viabilisée, c'est-à-dire où il y a les routes, on intègre les caniveaux. Mais les caniveaux là, d'abord, ne sont pas bien dimensionnés, n'est-ce pas? Et c'est ensuite insuffisant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui est en plus là, pour pouvoir l'évacuer, il va falloir penser à une technique plus élargie. Il faut regarder le problème dans sa globalité. Il faut vraiment un plan général d'assainissement de tout le territoire de la capitale. Ce n'est pas seulement curer.
Il faut, dans les zones où il n'y a pas de routes, il faut creuser, il faut créer des routes, n'est-ce pas? Il faut créer aussi les caniveaux là-bas. Parce que si toute l'eau qui est dans la petite zone là, qui est assainie, si c'est seulement ça qui va vers le fleuve, ça ne règle pas notre problème. L'absence d'un véritable chemin directeur d'urbanisme fait que la ville se développe de façon désordonnée, sans plan global de canalisation des eaux pluvieuses. C'est pourquoi chaque pluie transforme les rues en rivières. Si le curage des caniveaux reste nécessaire, il apparaît insuffisant. Curer juste les bouts à côté de chez moi ici, ça ne sert à rien. Il faut que le problème soit étudié dans la globalité au niveau de N'Djamena. Et il faut mettre les moyens. Il faut créer d'autres caniveaux. Il faut leur donner les bonnes dimensions, n'est-ce pas? Il faut aussi malheureusement sensibiliser la population. La population est incivique. De sorte que les petits caniveaux qui sont insuffisants déjà là, n'est-ce pas? On prend tout ce qui est ordure, n'est-ce pas? Et de verser dans les corps, ça va continuer de boucher. À N'Djamena, chaque saison pluvieuse est synonyme d'inondation et de désarroi pour les habitants. Les experts comme Amos Tatolum appellent donc à un changement de cap. Poser une gestion ponctuelle des eaux de pluie à une véritable politique de planification urbaine. Dans la ville de N'Djamena et dans d'autres provinces du pays, les insectes règnent en maître. Pour faire face à cela, la population utilise certains produits chimiques néfastes à la santé. À la longue, quelles sont les conséquences liées à l'utilisation de ce produit? Le reportage de Masdene Josiane. Les produits répulsifs cutanés sont fabriqués dans une bonne intention de nous protéger des piqûres d'insectes, mais ils peuvent être source de maladies graves telles que le paludisme, la dengue ou le chikungunya. Un répulsif, c'est une substance qui est appliquée directement sur la peau, donc dans le but d'éloigner des insectes de la peau et qui normalement ne doit pas les tuer, juste pour les éviter. Et ça ne doit pas être toxique pour la peau. Le plus souvent, il exerce deux actions au niveau de la peau. Donc, soit en masquant les signaux chimiques et olfactifs de la peau, ou bien en créant une barrière désagréable pour les insectes. Il est temps de prendre conscience pour ne pas utiliser des produits sans l'avis d'un spécialiste, car cela peut causer plusieurs problèmes sanitaires. En éloignant les insectes, on évite leurs piqûres. Et le second, c'est la prévention des maladies non transmissibles par les piqûres des différents insectes. Ça peut être le paludisme, la leishmaniose, le dengue, la chikungunya, la maladie de Lyme, etc. Donc c'est à double fonction. Donc éviter les piqûres des insectes et éviter également la transmission des maladies. Ça, c'est ce qui est bénéfique. Mais en dehors de ça, et ça doit normalement être bien toléré. C'est un produit qui est appliqué, qui doit être bien toléré par l'organisme. Mais quelquefois, il y a des gens qui ont une sensibilité à certains produits, ce qui vont se retrouver avec des sensations de picotement au niveau de la peau, dont la peau peut changer de couleur, devenir un peu rouge et quelquefois elle peut devenir également sèche. Et en dehors de ça, il y a des gens qui peuvent aller même jusqu'à avoir des allergies, donc de la peau, donc des lésions d'eczéma ou bien avoir même des brûlures au niveau de la peau. Et quelquefois, à force d'utiliser le produit pendant longtemps ou bien en utilisant une grande quantité, on peut avoir des complications graves, allant même jusqu'au niveau des troubles neurologiques. Nous devons désormais faire attention quant à l'utilisation excessive de ces produits anti-moustiques, étant donné que la consommation de ces produits est source de gros ennuis à la longue.
5 jours après son inauguration officielle le 17 août 2025 dans les locaux d'Electrogroupe Média, l'École nationale de louanges et de musique poursuit son aventure tant de côté des apprenants que des formateurs. Un tour dans les différents ateliers nous relève la passion et les premiers fruits de cette initiative des chantres unis du Tchad. Larissa Gakuto. Ils viennent d'horizons divers, portés par une même passion, la musique. Les enfants de l'Econalum s'initient depuis 5 jours au secret de l'art musical dans divers ateliers spécialisés tels que le vocal, le piano et la batterie. Un tour dans ces ateliers nous permet de voir le progrès des apprenants. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment positif. Les enfants sont en train bien d'apprendre. Il y en a qui touchaient déjà, qui connaissaient déjà quelques touches avant de venir, mais depuis qu'ils sont arrivés, il y en a parmi eux aussi qui ne connaissent rien du tout, mais qui, quand ils sont arrivés, depuis qu'ils sont là, ils sont en train de bien l'apprendre. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour où nous attaquons maintenant le jeu des accords. Donc, ça se passe bien. Pour un leader, avoir une très bonne technique vocale, avoir une justesse qui va avec, permet d'emmener, en plus de ce côté spirituel-là, une émotion particulière dans l'assemblée. C'est dans cette optique que nous apprenons à ces jeunes enfants de mieux gérer leurs compétences techniques ou de les améliorer. De l'aveu des formateurs, les résultats sont déjà éloquents. Certains qui n'avaient aucune notion musicale parviennent aujourd'hui à poser leurs doigts sur un clavier, à maîtriser les premières bases de la batterie ou encore à chanter devant un auditoire en respectant les notes musicales. Chaque atelier, insiste-t-il, joue un rôle essentiel et trouve toute sa légitimité dans la composition d'un orchestre. Bon, ce que je ne savais pas, c'est comment se tenir la conduite de louange, comment chanter au fait, parce qu'on prend le micro, on chante comme ça seulement parce qu'il faut chanter. Et en venant ici, j'ai appris comment se tenir en face de l'assemblée. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Je vois que ça évolue bien. Et aussi, nous apprenons aussi bien de nos formateurs qui se donnent la main dans la pâte pour nous apprendre comment jouer de l'instrument, quoi. Pour les apprenants, le choix des ateliers n'a été dicté ni contraint, mais par passion. Qu'il s'agit du piano ou du chant, l'acquisition des techniques fondamentales se fait dans la rigueur et la bonne humeur. Et tous s'accordent à reconnaître la compétence et la disponibilité des encadreurs. Au-delà d'une simple initiation, cette formation poursuit un objectif noble. Préparer la relève des chantres unis du Tchad afin d'assurer la continuité et le rayonnement de la louange nationale. La session de formation prendra fin le 4 septembre 2025, mais déjà, l'Econalum a réussi son premier pari, éveiller des talents et faire vibrer des passions. Le CHAN 2025 se poursuit hier vendredi 22 août. C'était les quarts de finale qui se sont joués entre le Madagascar et le Kenya et le Maroc était face à la Tanzanie. Le Madagascar a arraché sa qualification face au Kenya lors des séances de tirs au but. Dans d'autres quarts de finale du jour, le Maroc s'est imposé face à la Tanzanie par un score d'1-0 en seconde période. Chanel Alaou nous en dit plus. Le Kenya, pays haute part avec l'avantage du terrain. Vaincu en phase de groupe, 3 victoires et 1 nul, les Harambee Stars se présentaient avec une défense solide avec seulement 2 buts encaissés et une attaque gonflée à bloc avec 8 buts inscrits. Avec 2 victoires, 1 nul et une défaite au premier tour, Madagascar a aussi des arguments pour se hisser en demi-finale. Les Kenyans, qui commencent la rencontre sur un rythme rapide, ont eu la possibilité d'ouvrir le score sur coup franc à peine 3 minutes après le coup d'envoi. Dès le début de la seconde période, Alphonse Omidja ouvre le score de la tête au second poteau en reprenant un coup franc à la 48e minute. Madagascar égalise sur pénalty. Les deux nations qui n'arrivent pas à se départager dans les temps impartis
file en prolongation. Contre toute attente, Madagascar arrache sa qualification. Madagascar fera face au prochain match, soit à l'Algérie ou au Soudan, qui s'affrontent ce samedi. La Tanzanie, qui a marqué ce champ 2025, en terminant en tête du groupe B, avait une nouvelle marche à franchir face au Maroc et son expérience continentale avec le soutien des supporters comme un carburant. Les Tanzaniens, malheureusement, ne continueront pas la compétition. À suivre ce soir, Ouganda-Sénégal, 17h et Soudan-Algérie, 20h, heure de N'Djamena. Merci la rédaction et la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. La vision du futur.